Bon, bonsoir tout le monde. On va commencer. On va faire l'hématome rétro-placentaire, qui est bien sûr une urgence obstétricale par excellence. D'accord? Bien sûr, l'hématome rétro... les- Pardon, je sais pas. Je n'ai pas partagé encore, il fallait me le dire. L'écran. On va voir l'hématome rétro-placentaire. D'accord? L'hématome rétro-placentaire, bien sûr, survient lorsqu'un placenta qui a été normalement inséré, il ne faut pas qu'il soit, bien sûr, inséré parce que généralement, le sang, s'il est mis, ça ne donne pas réellement un hématome rétro-placentaire. D'accord? Normalement inséré, qui se sépare de la déciduelle ou bien de la caduque basale après 20 semaines de la grossesse. Avant 20 semaines, c'est généralement un décollement trophoblastique. La fréquence, il est quand même assez fréquent. C'est 1% des naissances. C'est pour ça qu'il faut très très bien reconnaître cette complication obstétricale, d'accord, qui est très très dangereuse, que ce soit pour le fœtus ou bien pour la mère. Bien sûr, le fœtus, quand vous avez le placenta qui est bien sûr décollé, ça va empêcher les échanges entre l'utérus et le placenta et bien sûr avec l'enfant. Et ça donne bien sûr une privation d'oxygène, d'accord, qui peut aller jusqu'à donner une asphyxie sévère de l'enfant, voire même une mort fœtale, ou bien malgré que on a sauvé le fœtus, il peut garder des séquelles neurologiques, surtout si c'est vraiment un prématuré. Bien sûr, c'est très compliqué pour la mère aussi, d'accord? On observe beaucoup de coagulopathie chez, bien sûr, les femmes qui vont faire un HRP, d'accord? Et bien sûr, on passe facilement à une CIVD, bien sûr, vu le saignement hémorragique, surtout, qui reste à l'intérieur, d'accord? Et bien sûr, on peut avoir une mort aussi maternelle. Bien sûr, comme définition, l'hématome rétroplacentaire ou bien l'HRP, il est défini comme le décollement prématuré, parce que il n'y a pas, normalement, le décollement, il se fait après la sortie du fœtus, mais là, il se fait prématurément par rapport, bien sûr, à l'accouchement du fœtus. Bien sûr, ça concerne un placenta qui est normalement inséré. D'accord? DPPNI, c'est décollement prématuré d'un placenta normalement inséré. Et c'est ce qu'on appelle un HRP. Bien sûr, c'est une pathologie qui est définie essentiellement par la clinique parce que vraiment à l'échographie, c'est très difficile de faire le diagnostic. Alors, généralement, c'est à la clinique qu'on fait le diagnostic. Il est suspecté bien sûr devant les signes qui précèdent l'accouchement, comme un saignement, c'est des métrorragies, ou bien une anomalie du rythme cardiaque fœtal et aussi on a la présence de douleurs. Bien sûr, qui peut nous faire le diagnostic différentiel avec la rupture utérine. Et bien sûr, c'est lors de la délivrance, à l'examen, bien sûr, de délivre, qu'on a une confirmation de l'existence, bien sûr, de l'HRP, surtout quand c'est un HRP qui était asymptomatique.
Bien sûr, l'HRP est asymptomatique, il n'est découvert qu'après l'accouchement lors de l'examen systématique du placenta. Le décollement qui survient avant l'accouchement peut être partiel ou total, d'accord? Ça dépend du pourcentage de ce décollement, mais généralement, quand il dépasse les 30%, on est sûr que le fœtus, il est, bien sûr, il est malheureusement décédé. L'accouchement au total, suivant qu'il intéresse une partie ou toute la surface placentaire, les complications materno-fœtales sont proportionnelles à son importance, d'accord? Quand on a vraiment un HRP très important, les conséquences, elles sont très, très rapides pour la femme. Bien sûr, l'examen histologique du placenta ne confirme le diagnostic que lorsque cet HRP-là, il était suffisamment ancien pour, bien sûr, on va voir sur le plan histologique comment ça se présente. Bien sûr, un HRP, généralement, vous avez ce décollement-là et, bien sûr, une accumulation du sang au niveau, bien sûr, entre le placenta et la caduque utérine. Et là, ça dépend. Vous pouvez avoir, bien sûr, un hématome qui est circonscrit comme ça, d'accord? Ou bien celui qui va s'étendre jusqu'à, bien sûr, détacher tout le placenta. Et généralement, on a, bien sûr, là, c'est les membranes amniotiques. Généralement, l'hématome peut commencer, bien sûr, à s'évacuer à travers le col utérin et ça donne la symptomatologie, à savoir la métrorragie, en plus, bien sûr, de la douleur. Sur le plan physiopathe, bien sûr, la constitution d'un HRP peut résulter de deux mécanismes qui sont souvent associés. Soit il y a eu une rupture d'une artère déciduale maternelle, d'accord? Généralement, ça arrive quand on a un vasospasme, ça se voit même dans les HTA, d'accord? Soit c'est une nécrose d'une veine déciduale suite à la thrombose de vaisseaux déciduaux. Ça, on le voit surtout quand il y a une thrombophilie, ou quand il y a bien sûr un SAPL ou bien une cause immunitaire, ou bien une cause qui fait qu'il y a une conséquence sur les facteurs différents de la coagulation. Là, bien sûr, on peut avoir cette nécrose-là, d'accord, et la veine va éclater ou bien se thromboser et ça va s'ouvrir et nous donner un saignement qui va entraîner, bien sûr, l'accumulation du sang à ce niveau-là et ça va nous créer un hématome entre le placenta et l'utérus. Mais dans tous les cas, c'est la formation de cet hématome-là, d'accord, qui est à l'origine du décollement. En dehors, bien sûr, d'un contexte de traumatisme abdominal, les conditions de survenue d'un HRP résultent, bien sûr, de facteurs multifactoriels, d'accord. À ce jour-là, on ne connaît pas réellement comment, bien sûr, l'HRP survient, surtout quand on a quand on a une prééclampsie ou autre, on ne connaît pas tous les secrets de l'HRP. D'accord? La pierre angulaire du terrain de l'HRP est sans doute, bien sûr, un problème lors de l'invasion trophoblastique, surtout au début du deuxième trimestre. D'accord? Là, on a un défaut d'invasion trophoblastique. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les insuffisances hépatiques et surtout quand on a une prééclampsie. D'accord? Quand on a une prééclampsie, généralement, l'une des complications de la prééclampsie, d'accord, sévère, c'est surtout un HRP. Alors, il faut garder dans vos esprits que dans la physiopathologie, on a un défaut de cette invasion. D'accord? Et comme, bien sûr, cette invasion, elle est spécifique de l'espèce humaine, d'accord? Ça rend très difficile pour, bien sûr, explorer ou bien pour faire des études sur ces cas-là.
Les principaux mécanismes qui ont été décrits, c'est surtout l'immunité, mécanisme immunitaire, la désimmunité. Il y a bien sûr des théories sur l'inflammation et des théories sur l'angiopathie. D'accord? C'est les différentes catégories physiopathologiques qui ont été décrites pour expliquer au mieux le mécanisme de la HRP. Ce qu'il faut connaître, parce qu'on n'a que ça, c'est surtout les facteurs de risque. Bien sûr, la cause, elle est inconnue de la cause de la HRP, d'accord, elle est inconnue jusqu'à maintenant, et je pense que ça va rester inconnu pour pas mal, bien sûr, d'années, voire plus. Mais on pense qu'un défaut de vascularisation placentaire peut être un facteur important. Il existe de nombreuses circonstances au cours desquelles la fréquence est augmentée, surtout quand vous avez une femme qui est tabagique ou bien une prééclampsie. La prééclampsie, c'est l'HTA pendant la grossesse avec une protéinurie. La rupture prématurée des membranes. Là, bien sûr, on a constaté une augmentation de la fréquence des HRP et bien sûr, surtout, les antécédents d'HRP qui augmentent, bien sûr, jusqu'à 10 fois le risque de récidive. On a des facteurs de risque sociodémographiques et environnementaux. On a surtout les âges extrêmes. C'est quand la femme elle a plus de 35 ans ou bien moins de 20 ans. On a constaté que la fréquence chez cette catégorie d'âge, elle est élevée. On a aussi les parités chez les multipares. On a aussi la race noire, les mères célibataires ou bien les mères isolées, le tabagisme, l'alcoolisme, la cocaïne et bien sûr les stérilités inexpliquées. On a bien sûr, quand ils ont fait des études épidémiologiques, ils ont constaté chez cette catégorie ou bien chez ces catégories une élévation, d'accord, du risque d'avoir un HRP. Pour les facteurs de risque maternel, d'accord, et surtout c'est les antécédents d'HTA chronique, d'accord, quand la malade déjà elle est hypertendue, ou bien quand il existe une hyperhomocystéinémie, c'est des maladies génétiques qui, bien sûr, on a une accumulation de cet acide aminé homocystéine, d'accord. Les thrombophilies, surtout le SAPL, d'accord, le SAPL, les diabètes préexistants, bien sûr, ça altère. C'est pour ça la théorie angiopathique rentre rentre dans la physiopathologie de l'HRP. D'accord? On a aussi les hypothyroïdies. Ça rentre dans les causes immunitaires, les dysimmunités, l'anémie, les anomalies utérines, les antécédents de césarienne et les antécédents d'avortement, les antécédents de prééclampsie et aussi les antécédents d'MBU, surtout quand on a une mort fœtale et on n'a pas exploré. Parfois, c'est des HRP qui entraînent cet MBU, mais c'est passé inaperçu. Et bien sûr, l'antécédent d'HRP, là, il faut faire très très attention pour les récidives. Les facteurs de risque, maintenant, en rapport avec la grossesse actuelle, ce qui nous permet de dire que une grossesse qu'on a maintenant, elle risque, bien sûr, de nous faire ou bien d'entraîner cet accident-là, à savoir l'HRP. On a les HTA gravidiques, quand vous avez une HTA qui apparaît chez une femme enceinte, une prééclampsie ou bien une prééclampsie surajoutée. Il y avait une HTA chronique, d'accord? Et là, il y a une protéinurie de nouveau. Elle est considérée comme une prééclampsie surajoutée.
On a aussi les chorioamniotites, c'est l'infection du liquide amniotique et du chorion. On a quand on est dans un état de rupture prématurée des membranes, d'accord, il faut toujours surveiller votre malade, surtout si elle est loin du terre. Là, elle peut bien sûr risquer de nous faire un HRP. On a aussi les oligoamnioses. Là, ça rentre aussi dans les cas de prééclampsie, d'accord, ou bien un oligoamniose isolé, d'accord, mais ça reste un défaut, bien sûr, de vascularisation et ce qui donne une hypovascularisation chez le fœtus. Et là, les reins, bien sûr, vont diminuer leur excrétion d'urine. Alors, on aura tendance à avoir du liquide amniotique qui va diminuer. Ou au contraire, c'est les hydramnios. Ça favorise aussi, bien sûr, la CHRP. On a les placentas prévia, d'accord. Généralement, un placenta prévia, il provoque, bien sûr, quand il s'insère au niveau du segment inférieur, là, soit quand il saigne, ou bien juste le fait qu'il est sur le segment inférieur, ça irrite, bien sûr, l'utérus et ça provoque les contractions utérines. Et bien sûr, ça peut nous entraîner un HRP. On a les grossesses multiples, c'est un facteur de risque, d'accord. Le fœtus de sexe masculin, c'est juste les études épidémiologiques qui ont rapporté ça. Le fœtus de Papouas gestationnel par rapport à la normale, là aussi, c'est un défaut de l'insertion vélamenteuse du cordon. On a constaté qu'il y avait bien sûr un risque d'HRP. Ça, c'est des facteurs de risque, mais les facteurs étiologiques, on ne les connaît pas. D'accord? Pour le diagnostic, je vous ai dit, le diagnostic, il est réellement clinique. Il ne faut pas tarder. Quand on le suspecte cliniquement, il faut prendre la patiente en charge et ne pas, bien sûr, attendre de faire une échographie, surtout si le tableau clinique, il est typique. D'accord? Bien sûr, la symptomatologie, elle est très variable. On peut aller d'un état asymptomatique jusqu'à un état où on a une femme en état de choc. D'accord? Bien sûr, dans les formes totalement asymptomatiques, les cailloux ne sont découverts qu'à l'examen du placenta après la délivrance. D'accord? On n'a eu ni souffrance fœtale, ni bien sûr douleur, ni métrorragie. La femme, elle accouche normalement, mais quand on a fait, bien sûr, l'examen du délivre, on va retrouver, bien sûr, du sang noirâtre au niveau du placenta qui nous indique qu'il y avait un HRP. Bien sûr, c'est des HRP vraiment minimes. Ce n'est pas un HRP qui est important, qui va donner une symptomatologie. Dans la forme typique, là, bien sûr, le maître symptôme, c'est comme la rupture utérine, c'est surtout la douleur. D'accord? La patiente va ressentir une douleur intense, d'accord? Elle était bien, mais d'un coup, on a une douleur très intense en coup de poignard. Bien sûr, elle apparaît très brutalement. Cette douleur qui persiste est associée à une contracture utérine. Surtout, c'est assez, bien sûr, c'est assez caractéristique d'un HRP, c'est quand vous avez un utérus qui est vraiment, euh, comment dirais-je, qui se contracte et se relâche très, très mal. D'accord? On a comme un utérus de bois. Quand vous palpez, vraiment, l'utérus, il est très contracté. D'accord? Là, c'est assez typique d'un HRP, surtout quand il est associé à une douleur et à des métrorragies. Là, il faut vraiment suspecter un HRP.
Pour les métrorragies, bien sûr, donc, elles sont présentes dans 80% des cas. Elles sont faites, contrairement au placenta prévia, d'un sang noirâtre, parce que c'est un sang qui s'est accumulé et l'expulsion, bien sûr, l'expulsion de ce sang-là s'est fait tardivement. Mais dans des HRP très très importants, on peut avoir un saignement, d'accord, rougeâtre. Bien sûr, noir de 50 à 100 cc, mais parfois de sang rouge si l'hématome est rapidement extériorisé ou bien il est très important. L'examen au spéculant permet parfois de visualiser des métrorragies qui sont typiquement d'apparition retardée, de faible abondance et surtout noirâtres, contrairement au placenta prévia. Au toucher vaginal, vous allez retrouver un col et un segment inférieur qui sont durs. Et le segment inférieur, il est dit en sébi de bois. Qu'est-ce que c'est qu'une sébi? Une sébi, c'est les assiettes, d'accord, du Moyen Âge, ou bien très dans, dans les civilisations anciennes, où on a des bols, d'accord, des bols comme ça, en bois. Et quand vous le touchez, d'accord, c'est le segment inférieur qui est vraiment euh, d'une euh, euh, d'une consistance de bois. Et là, c'est un signe très révélateur d'un HRP. Bien sûr, on a une augmentation de volume de l'utérus qui se voit, bien sûr, dans les formes cachées. Quand il n'y a pas surtout l'extériorisation de l'hématome, d'accord? Et quand il grandit à l'intérieur bien sûr, de l'utérus, on a l'utérus qui augmente de volume. On a aussi, bien sûr, parfois un état de choc maternel, d'accord? Selon, bien sûr, le degré et l'intensité de ce saignement. Le rythme cardiaque fœtal peut être normal, d'accord? Ou bien pathologique. Dans les formes, bien sûr, sévères, ça peut aller jusqu'à la mort fœtale. C'est surtout quand il y a, bien sûr, un décollement qui dépasse les 30%. Et malheureusement, quand on a une perte de temps, d'accord, par rapport à la prise en charge, on rentre, bien sûr, dans les problèmes de coagulation. On aura des troubles de coagulation qui sont vraiment conséquents d'un HRP. On peut aller jusqu'à une CIVD et qui va, bien sûr, assombrir le pronostic maternel. D'autres formes, bien sûr, sans métrorragie se présentent sous la forme d'une menace d'accouchement prématuré, ou bien on a parfois dans les salles de travail, d'accord, une femme qui est monitorée et d'un seul coup, elle fait une souffrance fœtale, d'accord. Le fœtus va présenter un rythme cardiaque fœtal qui est anormal, là aussi, quand bien sûr, ça persiste et on fait par exemple une césarienne, là, on retrouve et on découvre que c'était un HRP. Aussi, parfois, la femme, elle consulte pour une menace d'accouchement prématuré, elle a des contractions utérines, d'accord? Et là, à l'examen, bien sûr, il n'y a pas de métrorragie, c'est quand soit elle fait, euh, le fœtus fait une souffrance et on extrait, on le découvre, ou bien si elle accouche, à l'examen, bien sûr, du placenta, on retrouve que c'était à cause de l'HRP que la femme a eu cette menace. Pour les examens complémentaires, on a bien sûr l'échographie, mais il faut savoir qu'il ne faut pas perdre du temps, surtout quand vous avez un tableau typique. D'accord? Vous avez une femme qui consulte, elle a une contracture utérine, des métrorragies et surtout avec une douleur. D'accord? Là, il ne faut pas tarder, il faut juste vérifier la vitalité fœtale. D'accord? Si encore plus il y a une souffrance fœtale, ça signe largement la suspicion d'un HRP. D'accord? Et il ne faut pas tarder. Bien sûr, on fait l'échographie généralement pour vérifier l'activité cardiaque et bien sûr, s'il y a des formes discrètes, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir à l'échographie.
Bien sûr, l'écho, on l'a fait généralement dans les formes modérées ou bien discrètes. Il ne faut pas perdre du temps. Elle permet le diagnostic, bien sûr, d'hématome et l'étude du pronostic qui est fonction du volume et de l'augmentation de celui-ci. Généralement, quand vous trouvez tout le placenta qui est, bien sûr, décollé, c'est généralement de très mauvais pronostics. D'accord? Elle retrouve généralement une cupule anéchogène ou bien finement échogène au niveau de la plaque basale du placenta. Vous avez ici, bien sûr, c'est le fœtus, le liquide amniotique, l'utérus. Là, c'est le placenta. Et là, vous, en suivant le placenta, vous allez voir que cette partie-là, d'accord, elle est décollée et on a une accumulation, bien sûr. C'est ça l'aspect anéchogène, le sang qui s'accumule. Ça veut dire, là, vous êtes dans un cas d'un HRP. Bien sûr, il n'est pas très, très important parce que c'est juste cette partie-là, mais on doit vérifier la vitalité fœtale et voir selon la gestationnelle, est-ce que, bien sûr, on peut faire l'extraction. Bien sûr, elle confirme la présence ou non d'une activité cardiaque, c'est toujours nécessaire. Un décollement supérieur à 30%, bien sûr, est presque toujours mortel pour le fœtus. Là aussi, on a un hématome qui est très, très important ici. D'accord? Le placenta, il est presque en totalité décollé. Là, on a un hématome qui est ancien, d'accord? Là, ça commence à avoir un aspect hyper écogène. C'est quand il est comme ça blanc, ça commence à être blanc comme ça veut dire qu'il est un peu ancien. On peut bien sûr avoir un hématome, d'accord, qui ne va pas vraiment évoluer et le fœtus n'a pas eu de souffrance. Là, on peut bien sûr continuer la grossesse. Là aussi, c'est un cas où on a un hématome. Là, c'est le placenta, le fœtus, il est là, le liquide amniotique, la paroi utérine, et là, on a, bien sûr, un décollement. C'est comme ça, là aussi, c'est généralement comme ça qu'on voit. Mais dans la plupart des cas, on ne peut pas voir cet hématome aussi clair comme ça. Vous pouvez avoir un placenta qui a l'air d'être augmenté de volume, d'accord? C'est un signe indirect, mais c'est rare vraiment où on peut voir un hématome comme ça, un petit hématome et non un grand décollement du placenta. Là, bien sûr, c'est à l'échographie. Le deuxième examen qui est important, c'est le RCF, bien sûr, pour voir est-ce qu'il n'y a pas une souffrance fœtale. Si le RCF il est pathologique, généralement, ça donne soit des bradycardies ou bien des décélérations répétées, d'accord? Et parfois, c'est une simple diminution de la variabilité. Et quand il y a une anémie fœtale, c'est généralement un tracé sinusoïdal. Bien sûr, dans un ERCF normal, vous devez avoir le rythme de base, d'accord? Le rythme de base qui est compris entre 110 et 160, ou bien 120, d'accord? Selon les écoles. Mais il faut l'avoir dans cette fourchette-là. S'il diminue en dessous de 110, ça veut dire que vous êtes en train d'avoir une bradycardie. S'il est supérieur à 160, c'est une tachycardie. Et vous voyez ce qu'on appelle les accélérations, c'est euh, bien sûr c'est ces élévations, d'accord, du rythme cardiaque par rapport à la base. C'est ça les accélérations. D'accord? On doit les retrouver dans un rythme cardiaque fœtal normal. La variabilité, c'est ces petites oscillations bien sûr, autour de la base. C'est ça les variabilités. Bien sûr, là,
quand vous avez inférieur à 110, c'est une bradycardie. Là, on a une bradycardie jusqu'à 80. D'accord? Et bien sûr, en même temps, si vous faites une tocographie, vous allez avoir des contractions anarchiques de l'utérus. Et là, même ici, on a vraiment une hypertonie utérine. Si parfois on peut avoir une anomalie, bien sûr, il n'y a pas de variabilité. Regardez ici la différence entre un URCF où il y a ces variabilités. Là, il est vraiment plat. Et c'est un signe, bien sûr, péjoratif. Et il faut faire attention, surtout quand ça dure. D'accord? Parce que généralement, on peut avoir cet aspect-là. Mais dès qu'on stimule le fœtus, on doit avoir les variables. Mais quand ça dure comme ça, c'est très, bien sûr, péjoratif. On l'appelle aussi un URCF plat. D'accord? Là, c'est sinusoïdal. D'accord? Vous avez cet aspect-là, d'accord, qui signe un début d'insuffisance cardiaque. C'est lorsque vous avez, bien sûr, un fœtus qui a une anémie très importante. D'accord? Et là, si bien sûr le saignement se répète et il n'y a pas vraiment celui-là, on le voit surtout dans les iso-immunisations. D'accord? C'est pathognomonique d'une anémie fœtale. Et la troisième, bien sûr, à ne pas, bien sûr, oublier, c'est surtout le bilan. Le bilan, surtout de coagulation. C'est très, très important devant tout HRP, même s'il est minime, il faut faire un bilan de coagulation pour dépister, bien sûr, une anomalie qui va, bien sûr, aggraver la situation. Bien sûr, il est indispensable pour faire le diagnostic de coagulopathie, surtout de consommation, voire de fibrinolyse secondaire. On demande un taux de fibrinogène, de prothrombine, bien sûr un bilan du facteur 5, du facteur 8 et les plaquettes et les produits de dégradation de la fibrine. Bien sûr, on pratique. Qu'est-ce qu'on fait? On pratique bien sûr ce qu'on a vraiment au laboratoire, c'est la prothrombine, d'accord? Le taux de prothrombine sur le TP. Parfois, on a la chance d'avoir le fibrinogène, on peut le doser, d'accord? Les plaquettes. Rarement les produits bien sûr, de dégradation. Les facteurs 5 ou bien 8 ou bien 7, là, c'est vraiment très très rare où on a des réactifs pour ce genre de dosage. D'accord? Et parfois, on ne peut pas attendre les emmener dans un autre laboratoire. Mais en général, il faut faire le taux de plaquettes, l'hémoglobine, le taux de fibrinogène et de la prothrombine surtout. Bien sûr, le décollement placentaire précède presque toujours la coagulopathie. On ne peut pas avoir une coagulopathie sans, bien sûr, décollement du placenta. Alors, si une hypofibrinogenèse survient à l'appareil après le décollement. Et bien sûr, elle progresse aussi longtemps que l'utérus n'est pas évacué. Ça veut dire si vous avez un petit hématome, d'accord, et vous avez toujours le fœtus qui n'est pas euh, en souffrance et vous voulez bien sûr activer l'accouchement, vous pouvez le faire, mais il faut refaire les bilans, d'accord, chaque 30 minutes au moins pour dépister bien sûr un début de coagulopathie. Sur le plan histologique, là généralement c'est quand vous voulez envoyer le placenta ou bien vous avez fait une hystérectomie avec le placenta et vous voulez bien sûr avoir l'histologie. Bien sûr, l'HRP se traduit par la présence entre le placenta et la caduque de sang coagulé. C'est comme ceci, vous avez le placenta et là, à l'examen, vous allez apercevoir, bien sûr, ce sang-là coagulé qui est ici. D'accord? Ou bien comme ici.
C'est bien sûr, c'est l'accumulation de sang qui fait que ça devient bien sûr noirâtre comme ça. Et là, c'est ce qu'on appelle la cupule, d'accord, de la HRP. Bien sûr, c'est- se traduit par la présence entre le placenta et la caduque de sang coagulé, rouge, foncé ou brunâtre, adhérent à la plaque basale et déformant le ou les lobules placentaires qui sont en contact, bien sûr, en cupule. Le tissu utérin sous-jacent peut être sombre et correspond alors à un infarctus utérin. Dans sa forme majeure, il est appelé apoplexie utéro-placentaire de Kuvler. Il s'agit d'une infiltration sanguine, bien sûr, à l'intérieur du myomètre, entre les fibres myométriales, sans thrombose, mais qui peut, bien sûr, s'étendre en dehors de, euh, de l'utérus jusqu'aux ovaires, parfois même à la vessie, voire les reins. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle l'apoplexie de Kuvler. C'est le sang, bien sûr, qui va s'accumuler entre le placenta et l'utérus et la paroi utérine. Après, ce sang-là va traverser va bien sûr euh, traverser l'endomètre et rentrer à travers les fibres musculaires utérines et ça va s'accumuler, d'accord? Bien sûr, selon l'ancienneté de cette HRP. Si on a vraiment tardé à faire l'extraction, on va retrouver ce son-là qui va nous donner comme si l'utérus il est nécrosé, mais en réalité ce n'est pas une nécrose. Alors, dès que vous faites bien sûr votre vidange de l'utérus, vous allez enlever le fœtus et le placenta. Il ne faut pas, bien sûr, enlever l'utérus, car ça va redevenir comme avant et ça va y avoir une résorption de ce sang-là et il ne faut pas craindre que ça soit une nécrose. D'accord? Il faut laisser en place et ça va se résorber. Bien sûr, là, c'est en histologie. Pour les complications de la HRP, il faut savoir qu'elles sont très très graves, surtout pour le fœtus et pour la mère. D'accord? Bien sûr, pour la mortalité maternelle, la HRP est toujours une cause de mortalité maternelle à l'heure actuelle. D'accord? Il peut toujours entraîner la mort de la patiente. Bien sûr, la mortalité maternelle est en rapport avec l'HRP. Cette mortalité, elle varie de 1,6, d'accord, sur 100 000 naissances vivantes entre 2001 et 2003, à 0,9 sur 100 000 entre 2004 et 2006. Ça, c'est dans les pays développés. Bien sûr, il y a beaucoup de protocoles qui ont été mis en place, d'accord, qui permettent, surtout avec, bien sûr, avec la disponibilité des facteurs de coagulation, là, ça a permis, bien sûr, de sauver pas mal de patientes. Bien sûr, ça, c'est dans les pays développés. Dans les pays en voie de développement, quand même, c'est 5,1% des patientes qui sont décédées après un HRP. Quand même, 5,1%, c'est énorme. La deuxième complication, bien sûr, chez la mère, c'est le choc hémorragique. La perte sanguine peut atteindre parfois plusieurs litres. Elle est souvent sous-estimée parce que elle n'est pas extériorisée, elle est à l'intérieur, d'accord? Alors, ça rend difficile de l'évaluer. Mais sur l'état clinique, on peut bien sûr avoir une simple pâleur cutaneo-muqueuse jusqu'au choc, bien sûr, choc hémorragique. Bien sûr, toujours, quand vous recevez une malade comme ça, il faut la scoper. Dès que vous avez une tachycardie cardiaque, il faut craindre, bien sûr, que les choses sont en route de s'aggraver.
On a aussi les troubles de coagulation. C'est très, très fréquent, bien sûr, lors d'un HRP. Elle représente environ 20 à 30% des cas. Et bien sûr, ça peut aller jusqu'à une CIVD, une coagulation intravasculaire disséminée. Alors, dès que aussi vous avez suspecté le diagnostic, il faut bien sûr faire un bilan de coagulation et le répéter, d'accord, à chaque fois. Bien sûr, ça se traduit par une augmentation des produits de dégradation de la fibrine, d'accord, les PDF, une chute du fibrinogène et surtout une chute des plaquettes. Vous allez avoir tendance à avoir des plaquettes qui vont bien sûr diminuer, le TP qui va commencer à diminuer. Bien sûr, il faut les rechercher systématiquement et de façon répétée lors du déclenchement ou bien de la césarienne. On a aussi comme complication les hémorragies de la délivrance, surtout quand on rentre dans une CIVD, ça complique gravement cette hémorragie. D'accord. Elle est bien sûr l'infiltration, surtout du myomètre, comme je vous l'ai montré, quand il y a cette apoplexie, l'utérus, et ajouté à ça, bien sûr, les produits de dégradation de la fibrine, empêche l'utérus, bien sûr, de se rétracter et de se contracter. Alors, on a tendance à avoir une hémorragie parfois. Quand vous avez un utérus comme ça et il y a, bien sûr, une hémorragie de la délivrance, là, on n'a pas le choix, on fait une hystérectomie. Ajouté à ça, on a beaucoup plus souvent une inertie utérine. Bien sûr, c'est à cause des produits de dégradation de la fibrine qui inhibent les contractions utérines. Et bien sûr, dans les états hémorragiques, comme tous les états hémorragiques, on a une atteinte, bien sûr, rénale. Ça dépend de l'importance de ces hémorragies-là. D'accord? Bien sûr, d'une insuffisance rénale fonctionnelle par une simple nécrose corticale, on peut bien sûr aller après à une insuffisance rénale chronique. D'accord? D'où l'intérêt de faire le remplissage très précocement, d'accord, pour éviter qu'il y ait ces nécroses du rein. L'utérus de Kuvler, bien sûr, dans les formes les plus sévères d'HRP, survient fréquemment une extravasation importante de sang au niveau du myomètre et dans la région sous-séreuse et qui va bien sûr vous donner cet aspect-là et bien sûr ça peut aller jusqu'au rein. D'accord? Et là, bien sûr, on a tendance à avoir ça, c'est quand on a tardé à faire la vidange utérine et bien sûr à extraire cet hématome-là. Pour les complications fœtales, bien sûr, le pronostic fœtal reste sombre, puisque jusqu'à 50% des HRP se compliquent malheureusement de mort fœtale in utero. Et même si le fœtus arrive à survivre, parfois on a des séquelles neurologiques et bien sûr des infirmités motrices cérébrales qui vraiment ça donne des cas très très délicats pour la prise en charge. Et d'autant plus que si l'HRP survient chez un fœtus prématuré, là encore, ça assombrit beaucoup aussi la survie, même si on arrive à extraire un fœtus vivant. D'accord? Alors, les complications fœtales, elles sont quand même très, très graves. Pour le diagnostic différentiel, généralement, tout ce qui donne des métrorragies, on pense à un HRP, d'accord? Bien sûr, vous avez surtout les placentas prévia quand vous allez faire le cours. Le placenta prévia, on va vous l'expliquer. Le placenta prévia, c'est quand vous avez le placenta qui est vraiment bas situé. Et ça a tendance, bien sûr, à saigner et à donner des métrorragies. D'accord? Alors, on peut, bien sûr,
avoir un diagnostic différentiel avec un HRP minime qui, bien sûr, n'a pas donné de douleur ou bien une contracture abdominale. Il faut savoir que dans le placenta prévia, le sang il est rougeâtre, il n'y a pas de douleur, d'accord, c'est indolore et surtout, euh, euh, on n'a pas de contracture utérine, d'accord. Maximum, vous aurez quelques contractions, mais pas de contracture comme l'HRP. On a les vasas prévia, c'est des petits vaisseaux qui sont prévia, d'accord, et qui saignent au niveau du, bien sûr, au niveau de l'utérus. Parfois, on peut se tromper, d'accord, avec, surtout si le placenta il est normalement inséré et on ne voit pas bien ce vaisseau-là, là, on peut se tromper. On peut se tromper aussi avec une rupture utérine, comme on l'a vu, la rupture utérine aussi, on a des métrorragies et on a la douleur. Mais dans la rupture utérine, généralement, on n'a pas une contracture, contrairement à l'HRP. D'accord? Mais on peut se tromper si ce n'est pas un HRP qui est très important. D'accord? Là, on peut bien sûr avoir un diagnostic différentiel. Enfin, certaines métrorragies peuvent être en rapport avec une modification cervicale lors de certaines menaces d'accouchement prématuré. Quand vous avez une menace, on peut avoir quelques, bien sûr, métrorragies, mais bon, qui restent en conséquence avec cette menace et ce n'est pas un HRP. Pour la prise en charge, il faut savoir que c'est difficile, d'accord? Bien sûr, quand vous avez un, HRP qui est qui est symptomatique, là, il n'y a pas le choix. Soit vous hâtez l'accouchement, si vraiment la femme, elle est en travail et le fœtus est mort, par exemple, d'accord? Là, s'il n'y a pas de trouble de coagulation, vous pouvez, bien sûr, hâter l'accouchement. Si le fœtus, il est vivant et il n'y a pas, bien sûr, de souffrance, vous allez monitorer, d'accord? Et toujours, s'il n'y a pas de conséquences maternelles et surtout des problèmes de coagulation, on peut tenter la voie basse. Sinon, il faut faire l'extraction par césarienne et vider rapidement l'utérus. Bien sûr, la HRP est une urgence vitale pour la mère et le fœtus, bien sûr, s'il est vivant. Parfois, bien sûr, il a succombé, d'accord, il faut penser à la mère, d'accord. Il ne faut pas se dire à tout prix, je vais faire un accouchement alors que on va avoir des problèmes de coagulation. Bien sûr, la prise en charge est fonction des circonstances de découverte, de la gestationnelle et de l'état maternel et fœtal. Dans tous les cas, elle comprend une mise en condition de la patiente sur le plan réanimatoire et bien sûr sur l'évacuation de l'utérus. Parce que le traitement de l'HRP reste que là, bien sûr, l'évacuation de l'utérus. On a 5 objectifs à atteindre. Bien sûr, traiter l'état de choc, arrêter l'hémorragie, évacuation de l'utérus et correction de l'anémie. Et bien sûr, on va essayer de corriger les troubles de la coagulation s'ils sont présents. 3 autres facteurs doivent entrer en ligne de compte. C'est l'état cardiovasculaire de la mère, ça dépend de l'état hémodynamique de la mère. Si le fœtus, il est bien sûr vivant, et bien sûr, est-ce qu'il est mature? D'accord? Généralement, on considère un fœtus mature quand ça dépasse les 34 semaines. Mais inférieur à 34 semaines d'aménorrhée, là, le fœtus, il est vraiment dans une grande prématurité. Alors, il faut bien sûr gérer les cas par cas. Pour les formes sévères avec décès fœtal, d'accord? Vous avez une forme sévère avec le fœtus qui est décédé, quelle que soit l'âge gestationnel, si l'état maternel est contrôlé, on essaye d'obtenir une expulsion par voie basse, d'accord? Bien sûr, il faut
déclencher le travail et hâter le travail par l'injection des ocytocines. On donne le syntocinon pour accélérer la sortie du fœtus et bien sûr du placenta. Les pertes sanguines, le plus souvent, elles sont sous-estimées. Il faut mettre en place deux voies d'abord veineuses et une sonde urinaire. Toujours, il faut sonder la patiente. Puis, il faut restaurer, d'accord, puis maintenir le volume sanguin circulant, soit, bien sûr, on doit transfuser. Il faut commander des produits sanguins et mettre en place une surveillance régulière de la crasse sanguine. Chaque 30 minutes, voire même chaque 20 minutes, on doit, bien sûr, faire attention au taux de prothrombine et surtout le taux de plaquettes. Bien sûr, si le travail ne progresse pas rapidement, il faut passer à la césarienne, ou bien s'il y a des troubles de la crasse sanguine qui apparaissent, ou bien l'état hémodynamique maternel n'est pas stable, il faut faire l'extraction par voie haute. D'accord? Bien sûr, la patiente doit être maintenue en surveillance intensive, et ce, d'autant s'il existe une prééclampsie associée. Parce que je vous ai dit, généralement, l'HRP, on le voit surtout chez les prééclamptiques. D'accord? Alors, il faut surveiller votre patiente même après la césarienne. Si on est dans le cas d'un HRP à terme ou près du terme avec fœtus vivant, bien sûr, là, on doit obtenir l'accouchement très rapidement aussi. Si le diagnostic il est fortement suspecté avant le travail, le plus souvent, on ne tente pas la voie basse, on n'attend pas le déclenchement du travail, mais on passe à la césarienne parce que là, le fœtus, il est vivant et on est loin pour, bien sûr, le faire accoucher et on a une grande suspicion de la HRP. D'accord? On a, bien sûr, des métrorragies ou bien à l'échographie, on a vu, bien sûr, cette hématome-là. Bien sûr, s'il est évoqué en cours de travail, d'accord, si on a découvert l'HRP au cours du travail, on peut hâter l'accouchement si l'état maternel et surtout l'état fœtal reste bien sûr stable. Bien sûr, l'évolution d'un HRP, il est toujours imprévisible. Une naissance par césarienne est préférable au moindre doute sur l'état fœtal. Généralement, on pratique, d'accord, on pratique dès qu'on a suspicion d'un HRP, généralement, on fait une césarienne, d'accord. On ne va pas, surtout si le fœtus il est vivant, on ne va pas, bien sûr, s'acharner parce qu'on ne peut pas réellement surveiller le fœtus. Déjà, dans la salle d'accouchement, on a deux ERCM, deux appareils, alors qu'on a le plus souvent plus de 10 malades à surveiller en salle d'accouchement. Généralement, on n'attend pas une souffrance ou bien un problème pour faire l'évacuation. Mais il faut savoir que si l'état maternel et fœtal le permettent, on peut temporiser. D'accord? Parce que le fait que le fœtus ne fait pas une souffrance, c'est que l'HRP n'est pas très important. Il ne dépasse pas, ou bien il n'atteint même pas les 30%. En cas d'enfant maintenant vivant, mais avant terme, ça veut dire l'HRP, il survient, d'accord, au troisième trimestre, par exemple, mais le fœtus, d'accord, il n'est pas mature, d'accord. Si ce diagnostic, on le fait, ou bien on l'a suspecté avant terme, une extraction en urgence est généralement réalisée à partir de 28 semaines, mais chez nous, généralement, 28 semaines, c'est encore très, très précoce. D'accord? Notre néonate n'est pas vraiment très, très développé pour nous permettre les grands prématurés. D'accord? Alors, généralement, on attend jusqu'à 32 semaines. Mais dès que vous suspectez un HRP et vous êtes sûr vraiment que vous ne pouvez pas continuer cette grossesse-là, il faut extraire pour, bien sûr, sauver la mère.
Bien sûr, avant 28 semaines, généralement, le pronostic il est sombre pour le fœtus. D'accord? Bien sûr, les parents doivent être informés. Un déclenchement avec, c'est ce qu'on appelle abandon fœtal. D'accord? On va déclencher pour faire accoucher malgré que, bien sûr, le fœtus il est vivant. Bien sûr, aux États-Unis, certains auteurs proposent avant terme une attitude expectative, d'accord? Là, ils suspectent un HRP, mais si la mère et le fœtus ils sont stables, d'accord? Ils préfèrent ajouter quelques jours pour pour bien sûr la maturation encore plus du fœtus, parce que c'est pas la même chose quand quand vous faites l'extraction à 29 semaines, ou bien à 28, ou bien à 30, ou bien à 31. Dès que, bien sûr, quand vous faites une extraction, le plus tardif, c'est le mieux pour le fœtus. D'accord? Bien sûr, ce diagramme-là euh, nous résume un peu les choses. À l'examen clinique, bien sûr, vous suspectez un HRP, vous faites votre hospitalisation, le bilan. Si l'enfant il est mort, il faut déclencher. Si la malade elle est stable, bien sûr, et le bilan il est correct, vous faites une rupture des membranes, artificielle des membranes, l'accouchement par voie basse. Vous ajoutez les ocytociques pour, bien sûr, hâter l'accouchement. Si la mère elle est instable, d'accord, on est en train d'aller vers un choc, ou bien si le travail tarde, là, il faut, ou bien si le bilan n'est pas correct, il faut faire une césarienne, même si l'enfant il est mort. Si vous avez une souffrance fœtale aiguë, c'est bien sûr directement une césarienne. Si pas de souffrance fœtale, si bien sûr un HRP qui est discret et on est supérieur à 36 semaines, c'est l'accouchement ou césarienne. Ça dépend si les deux ils sont stables. Si inférieur à 36 semaines, d'accord, généralement, nous, on utilise le 34 semaines, d'accord. Il ne faut pas se mentir. Inférieur à 34 semaines, là, on continue de surveiller pour, bien sûr, avoir la maturation, surtout pulmonaire du fœtus qui est atteinte généralement à partir de 34 semaines. La prise en charge, bien sûr, d'une patiente ayant eu un HRP, ça veut dire qu'elle a eu des antécédents d'HRP, euh, ou bien, pardon, c'est pas un antécédent d'HRP, mais elle a eu un HRP et on a fait soit une césarienne, soit on a autorisé l'accouchement. Il faut toujours, bien sûr, continuer la surveillance en postpartum. Bien sûr, on doit refaire les bilans, on doit surveiller la scopée, tension artérielle, pouls, et surtout l'état de conscience et faire la protéinurie. Bien sûr, ça, c'est dans le cadre d'une prééclampsie. Si elle avait une prééclampsie, bien sûr, il faut ajouter les traitements antihypertenseurs et, bien sûr, surveillance stricte. Bien sûr, le risque de récidive il est réel, surtout s'il persiste un facteur causal comme une thrombophilie et une hypertension chronique. D'accord? Là, c'est pour l'avenir. Après un HRP, il est nécessaire de faire un bilan 3 mois après, d'accord, pour bien sûr voir si, par exemple, dans les prééclampsies, normalement, la tension, on a tendance, bien sûr, à revenir à la normale à partir de la 6e semaine du postpartum. Normalement, on doit bien sûr avoir la tension qui disparaît. Si elle persiste, ça veut dire que c'est une tension, bien sûr, c'est une HTA chronique. C'est une hypertension chronique. On doit doser l'albuminurie et la créatininémie, d'accord, pour voir l'état des reins. Faire un écho-doppler des artères rénales, toujours pour, bien sûr, voir, surtout si on a eu une insuffisance rénale, d'accord. On doit rechercher une thrombophilie acquise ou bien congénitale. Là, bien sûr, c'est 3 mois après, on va doser les différents anticorps pour voir
est-ce que ce n'est pas un problème immunologique. Mais généralement, les deux qui sont les plus incriminés, c'est bien sûr les sables et les lupus. Pour le pronostic, il faut savoir que le pronostic d'un HRP, il reste mauvais. La mortalité fœtale, elle est quand même très très élevée, de 30 à 60%, parce que même si on extrait un fœtus vivant, mais s'il est prématuré ou bien s'il a eu des séquelles neurologiques, ça assombrit bien sûr le pronostic. La mortalité maternelle atteint 10% du fait des complications liées aux coagulopathies de consommation et bien sûr aux nécroses ischémiques, en particulier rénales. D'accord? Il y a des femmes, bien sûr, elles peuvent rester en insuffisance rénale qui va devenir chronique et nécessiter des séances de dialyse. Pour la prévention d'un HRP, bien sûr, en cas de traumatisme ou d'accident de la circulation, vous avez des femmes, elles ont bien sûr le droit de faire soit des accidents, soit elles ont eu un traumatisme, soit une chute, soit autre chose. Bien sûr, dès qu'elle vient consulter, la première des choses à faire, c'est d'éliminer un HRP. Bien sûr, pour l'éliminer, on va cliniquement vérifier est-ce qu'il n'y a pas une contracture ou bien des contractions, faire le toucher vaginal aussi pour voir est-ce que tout va bien. On va éliminer une métrorragie et surtout, c'est de faire une échographie pour voir la vitalité fœtale et de faire un enregistrement cardiaque fœtal pendant au moins, d'accord, euh, au moins 4 heures. Mais généralement, nous, on fait un et 2 heures après, on refait un autre. Si tout va bien, on peut libérer la femme. Généralement, s'il y a un HRP qui va débuter, ça peut se retentir sur le fœtus. D'accord? Alors, c'est comme ça. Quand il y a un problème chez une femme enceinte de traumatisme ou d'un accident, c'est comme ça qu'on élimine, bien sûr, un HRP. En cas d'antécédent d'HRP chez une femme, bien sûr, enceinte, il faut savoir que la récidive, elle est très importante. D'accord? Le risque, il est multiplié par 10 environ. Bien sûr, si la femme elle est tabagique, on doit lui préconiser d'arrêter le tabac, d'accord? Ou bien si elle est toxicomane à la cocaïne, euh, elle doit arrêter, sinon ça risque bien sûr de récidiver. En cas de thrombophilie, si on a des anticorps positifs, soit au SAPL ou bien au lupus, d'accord? Là, on peut faire la prévention par l'aspirine ou bien les paris. D'accord? C'est la même chose avec les avortements. Si ça ne donne pas, on peut ajouter les corticoïdes. D'accord? En cas d'HTA, on va bien sûr essayer de contrôler cet HTA et de répéter les protéinuries pour dépister, bien sûr, une prééclampsie. Bien sûr, comme ces patientes ont un risque augmenté de présenter une perfusion utéroplacentaire perturbée, il est raisonnable de répéter durant la deuxième moitié de la grossesse les échographies biométriques toutes les 4 semaines pour s'assurer d'une bonne croissance fœtale. Parce que généralement, dans le suivi de grossesse, il n'y a que 3, logiquement, normalement, c'est que 3 échographies. D'accord? Mais chez ces patients qui ont fait un antécédent d'HRP, à partir de 20 semaines, là, il faut surveiller, bien sûr, ces grossesses-là. Bien sûr, chaque mois, il faut refaire une échographie pour voir est-ce que le fœtus, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a la deuxième partie de l'invasion trophoblastique, d'accord? C'est là où il faut qu'on ait un placenta qui est bien perfusé pour perfuser le fœtus. Alors, on va devoir faire le Doppler utérin pour voir est-ce qu'ils sont normaux.
Parce que si les Doppler utérins sont normaux, ça veut dire on est sûr que le placenta il est bien vascularisé. D'accord? Et bien sûr, on surveille les biométries fœtales. Ils doivent être normales. On ne doit pas avoir un retard par rapport à l'âge gestationnel. Sinon, ça vous signe que le placenta il est en insuffisance et le risque d'avoir un HRP, il est important. D'accord? Bien sûr, certains auteurs, là, quand vous avez des antécédents d'HRP, d'accord, ils préconisent de faire interrompre la grossesse, la grossesse qui vient après cet antécédent, bien sûr, de faire l'interruption à la date où elle avait fait son HRP. Par exemple, si à 35 semaines d'aménorrhée, cette femme-là, elle avait fait un HRP, lors des autres grossesses, soit les hospitaliser à partir de 35 semaines, soit faire une extraction euh, pour, bien sûr, éviter une récidive à la même date, parce que selon ces auteurs-là, ils ont constaté que les récidives, elles se faisaient à au même âge gestationnel. Alors, en quelque sorte, ils vont faire une prévention par l'extraction à cet âge-là. D'accord? Mais généralement, nous, on ne fait pas ça. D'accord? Ce qu'on fait, s'il y a un terrain, par exemple, prééclamptique, qui est pendant cette grossesse-là, d'accord? On va, bien sûr, on admet ces femmes-là pour juste une surveillance au milieu hospitalier pour, bien sûr, dépister une complication de ces prééclampsies. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions?